période néonatale. C'est ce que ça veut dire dans le texte. Par contre, il est possible de poser le diagnostic en période néonatale. C'est ce qu'on fait. On fait un dépistage néonatal dans le cadre du Guthrie. Chez les populations à risque, on peut faire déjà ce diagnostic dans les 3, 4, 5 premiers jours. C'est génétique. C'est génétique, en fait. Voilà. Voilà. C'est une maladie héréditaire. Il naît avec, la chaîne bêta étant minoritaire, il n'y a pas de symptômes. Et donc, on peut toujours diagnostic en identifiant une proportion de S dans la chaîne bêta, malgré qu'elle soit minoritaire. C'est possible en période néonatale. Voilà. Je ne sais pas. Niamey, tu peux compléter? Docteur Niamey, tu voulais compléter? Je ne sais pas, son micro est fermé. Alors. Docteur Aziz, tu as répondu à la question. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'équipe, pour les DS? Est-ce qu'il y a une autre question? Une autre main levée là? Là, n'oubliez pas d'ouvrir le micro. Oui, ouvre ton micro. Là, je ne t'entends pas. Je t'entends pas. Allô? Yacine, oui, en attendant que là. Merci, Dr Aïda, pour la présentation. Merci, Dr Diallo, pour la parole. C'était juste pour... c'était une question. Par exemple, dans la manière de systématiser, quand ils divisent les ictères non hémolytiques et hémolytiques, je ne sais pas où elles ont mis l'ictère physiologique, parce qu'ils l'ont sorti des ictères non hémolytiques. Donc, moi, ce que j'avais retenu, c'est que l'ictère nucléaire, l'ictère au lait maternel et autres, c'est un ictère non hémolytique. Mais ils ont traité l'ictère physiologique d'abord, avant de commencer par les autres. Et dans la présentation, ce serait intéressant aussi de nous dire quel type d'ictère évolue vers un ictère nucléaire, parce que ce n'est pas toutes les étiologies d'ictères qui évoluent vers l'ictère nucléaire. Merci. OK. Merci, Yacine. Le groupe? C'est Yacine pour les questions. En fait, fermez vos micros. On parle de Nyanktan et de tout ici. Fermez vos micros quand vous ne parlez pas. Aïda Badji, est-ce que vous pourriez fermer? Voilà, c'est bon. Merci. Allez-y. Je disais pas pour l'ictère physiologique. Elle a raison. Donc, on a omis de mettre le titre en haut avant de parler de l'ictère physiologique. Je peux mettre la diapositive ictère physiologique d'ailleurs. Voilà, on a seulement mis étiologie, on n'a pas mis l'entête. Après, on va rectifier. D'accord. Et pour l'ictère nucléaire? Pour l'ictère nucléaire, donc on avait dit que c'était un défaut de conjugaison de l'ictère. Donc, l'ictère libre va aller traverser la barrière hématoméningée et entraîner l'ictère nucléaire. Donc, ce sont les ictères libres qui vont entraîner donc l'ictère nucléaire. L'ictère à bilirubine libre, autant pour moi. Okay. Je pense qu'il y a des erreurs dans la réponse. Hein. Peut-être qu'il faut reprendre ça. La réponse.
En fait, il y a deux paramètres qu'il faut prendre en compte. Il faut prendre le taux de bilirubine déjà qu'il y a. Parce qu'en fait, ce n'est pas toute la bilirubine, même libre, qui traverse la barrière hématoménagère. C'est la fraction non liée à l'albumine qui pourra passer. Donc, plus vous avez une quantité de bilirubine importante, plus vous risquez d'avoir une portion libre importante et que donc il se peut aussi, si vous manquez de l'albumine, que donc la fraction qui passe devienne beaucoup plus importante. Donc, ça ne veut pas dire qu'un patient qui a un ictère à bilirubine conjugué prédominant, il ne pourrait pas faire un ictère nucléaire. Il faut faire attention à ça. Donc, ça, ce n'est pas systématique. Mais le risque quand même de faire un ictère nucléaire beaucoup plus tôt, c'est beaucoup plus important quand vous avez une très bonne fraction de bilirubine libre. Donc, il y a le taux de bilirubine total qu'il faut prendre en compte, il y a la bilirubine libre qu'il faut prendre en compte et la fraction non liée à l'albumine qu'il faut prendre en compte pour estimer le risque d'apparition d'un ictère nucléaire chez le patient. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez compléter, professeur. Allô? Est-ce que ça répond à ton Oui, excusez-moi. Non, je disais que j'ai un petit souci par rapport aux réponses qui ont été données tout à l'heure. En fait, heureusement que tu as pu quand même dire les choses clairement pour qu'on sache quelle est la part de la bilirubine qui va se fixer au niveau des noyaux centraux. Ça, c'était clair. Maintenant, je me demande s'il n'y a pas une confusion entre ictères. Parce qu'il y a les mécanismes dans les ictères à bilirubine libre, il y a les ictères par hémolyse, il y a les défauts de glucoreconjugaison, etc. Il ne faut pas que vous pensiez que tout ictère par bilirubine libre égale ictère par hémolyse. Peut-être que c'est moi qui ai mal compris, mais j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair à ce niveau. Par exemple, l'ictère au lait de mer, il me semble que la question qui a été posée tout à l'heure, c'est qu'eux, ils l'ont considéré comme un ictère par hémolyse, l'ictère par lait de mer, alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas de l'hémolyse, c'est un défaut de glucoreconjugaison dans l'ictère au lait de mer. En fait, un constituant du lait qui bloquerait la conjugaison de la bilirubine. Donc, je pense que c'est une remarque qui a été faite tout à l'heure. Mais j'ai du mal à suivre. Je pense que, docteur Aziz, peut-être tu as donné les éléments de réponse. Docteur Ndié, mais si tu as quelque chose à ajouter sur cette question-là, peut-être tu peux le dire avant que les autres prennent la parole. En fait, j'allais dire que en fait, il y a un moment où j'ai eu un petit bug. Je n'ai pas très bien entendu la question. C'était quoi? Non, je pense que l'étudiant disait qu'ils ont classé l'ictère au lait de mer dans les ictères par hémolyse. C'était ça la question. Okay. Bien, c'est celle qui a posé la question, c'est ça? Non, c'était par rapport à l'ictère physiologique. Oui. Parce que d'habitude, quand on classe les ictères, c'est les ictères hémolytiques et non hémolytiques. Et normalement, l'ictère physiologique, c'est un ictère qui est non hémolytique. Oui. Mais ils l'ont sorti de la classe des ictères non hémolytiques. Non, ça c'est une erreur. C'est un excès de destruction des globules rouges, mais il n'y a pas de problème d'hémolyse. Il n'y a pas de problème d'hémolyse. Non, c'est pas dans l'ictère physiologique. Attendez, attends. C'est plus une immaturité hépatique, un défaut de conjugaison plutôt qu'une hémolyse. C'est différent. Attendez, là j'ai fait une erreur dans ma réponse. Effectivement, c'est dans les causes de l'ictère non hémolytique. Oui. Oui, mais qu'est-ce que tu voulais dire? Enfin, je veux dire que je comprends sa confusion un peu parce que l'ictère physiologique, c'est un peu la conjonction de tout ça. Il y a une immaturité, il y a une insuffisance de la glucoreconjugaison. Et à côté, bon, c'est peut-être le fait que l'hyperbilirubine, voilà, c'est peut-être cet excès de destruction des globules rouges qui fait la confusion avec l'ictère de type. Disons que c'est une hémolyse, mais qui n'est pas pathologique, parce que c'est en réalité, hémolyse, c'est la destruction des globules rouges. Oui. Mais c'est une destruction juste parce qu'il y a des globules rouges en excès, donc la production de bilirubine est en excès aussi, mais ce n'est pas vraiment une hémolyse qui est pathologique, qu'on pourrait citer dans les causes pathologiques d'un ictère. C'est peut-être là que, bon, c'est comme ça que je comprends peut-être sa confusion. Mais d'habitude, on les classe pas dans les causes d'ictère
Par hémolyse.